Instant, bien sûr, l'édition spéciale qui se poursuit avec Gilles Bernstein, Adrien Roire. Alors, invité ce soir, l'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy. À tout de suite, très belle soirée sur France Info. Absolument, Jamel, merci beaucoup. On poursuit cette édition spéciale avec Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, grand connaisseur des États-Unis. Merci beaucoup d'être là. Et depuis donc 17h50 aujourd'hui, Joe Biden est le président des États-Unis. Moi, Joseph Robinette Biden, jure solennellement que je m'acquitterai loyalement des fonctions de président des États-Unis et que, du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Que Dieu me vienne en aide. Félicitations, Monsieur le Président. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. On a l'habitude, quand un président des États-Unis rentre en exercice, de dire que ça devient l'homme le plus puissant du monde. Avec l'Amérique dans l'état dans lequel Trump lui a laissé l'Amérique et l'émergence de la Chine sur la scène internationale, cet homme qui vient de prêter serment, est-il vraiment l'homme le plus puissant du monde ? J'espère qu'il le redeviendra, mais pour l'instant, il hérite d'un pays blessé, discrédité, dont la parole dans le monde ne vaut plus grand-chose, un pays qui s'est parjuré. C'est sympa comme job. Ah ben oui, mais c'est comme ça. Un pays qui a trahi ses alliés kurdes, ses alliés européens. Ce moment est émouvant d'ailleurs, et les mots de Biden sont bouleversants parce que ils ont cette fois-ci un vrai sens. C'est vrai que la Constitution américaine, elle mérite d'être défendue. C'est vrai que la société américaine, elle doit être réparée. Et c'est vrai que l'Amérique, qui s'est recroquevillée sur elle-même pendant les 4 années Trump, elle a besoin, en effet, de redevenir ce qu'elle était. Parce que les mots de cette investiture qui finalement apparaissaient assez convenus, la démocratie a gagné, dans ces conditions-là apparaissent des mots importants, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, cette fois-ci, ils sont importants parce que la démocratie a vacillé. Oui. Au Capitole, parce qu'il y a un Américain sur 3 qui croit que Joe Biden n'a pas gagné l'élection et que cette élection a été volée, parce que les fake news ont connu et connaissent une carrière extravagante dans le pays. Donc tous ces mots-là, rétablir le sens de la décence, de la justice, de la vérité et le respect de la Constitution, ce n'est pas des mots en l'air. J'espère que c'est bien ainsi que Joe Biden les entend d'ailleurs. Alors, vous décrivez une tâche immense pour ce président. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, mais quand il a été élu au Sénat pour la première fois, les chefs d'État en exercice étaient Nixon, Brejnev, Pompidou, Franco et Mao. Alors, disons que c'est de l'expérience. Est-ce que cette expérience, c'est un atout ou un handicap pour résoudre l'immense tâche que vous venez de décrire ? C'est un atout quand on a affaire à Erdogan, à Xi Jinping, à Khamenei, à Poutine et à Kim Jong-un. En effet, c'est peut-être un atout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera de cette expérience d'autrefois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a affaire à un monde aussi dangereux qu'à l'époque. Un monde où il y a des nouveaux pouvoirs autoritaires qui sont en train de menacer les libertés de leur peuple et puis du monde en général. Mais vous n'avez pas peur que ces codes, à lui, soient ceux d'un monde qui finalement n'existe plus ? Moi, je ne suis pas jeuniste. Je ne crois pas que les vieux en sachent moins que les jeunes. Je ne crois pas au monde d'après et au monde d'avant. Donc je crois qu'un homme d'expérience, avec des convictions solides, avec une boussole, avec autour de lui des femmes et des hommes qui commencent à être familiers, comme Tony Blinken et John Kerry, il me semble qu'il est assez bien armé pour aborder de l'administration Obama, voire Clinton. Oui, pas seulement. Vous avez des visages nouveaux. Mais vous savez, quelqu'un comme Tony Blinken, pourquoi s'en priver ? C'est un grand diplomate. Futur secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. Futur ministre des Affaires étrangères, voilà, et qui, sur quelques dossiers que je connais un peu moins mal que d'autres, en effet, a des positions assez exemplaires. C'est un vrai ami de l'Europe, c'est un vrai ami de la France. Il parle français comme vous et moi ?
Il parle français, oui. Il a grandi à Paris. Il a grandi à Paris. Il a été élevé par un homme tout à fait extraordinaire qui s'appelait Samuel Pisard, qui était son beau-père, qui a dû, comme tout bon éducateur, lui inculquer quelques bons principes. Donc il sait ce que c'est qu'un génocide. Samuel Pisard avait écrit Le sang de l'espoir après une saison en enfer à Auschwitz. Il sait ce que c'est que les massacres de masse. Il sait ce que le monde peut attendre de l'Amérique. Et puis il sait, Tony Blinken, je crois, qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe, et en particulier la France, un lien de vie, un lien d'esprit, un lien fondamental. Et que quand on brise ce lien, c'est l'âme de l'Amérique qui est corrompue et c'est l'Europe et l'Occident qui sont en danger. Mais ça veut dire que vous croyez que cette relation transatlantique, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est-à-dire ce lien entre l'Europe et les États-Unis, ça va redevenir exactement comme avant, qu'il y aura une parenthèse Trump et que tout va recommencer comme avant? Parce que beaucoup de gens en doutent. Hein. J'en suis pas sûr. Vous savez, j'ai écrit il y a presque 20 ans un livre qui s'appelait American Vertigo, où j'avais annoncé... C'était votre voyage en Amérique. Voilà. Un journal américain, Atlantique, m'avait demandé de refaire le voyage de Tocqueville aux États-Unis. Et j'avais découvert une Amérique que moi je ne connaissais pas en tout cas, qui m'avait donné le vertige, qui était une Amérique où grandissaient les forces populistes, le racisme spontané, un antisémitisme nouveau, etc. Donc c'est vrai que le trumpisme, il n'est pas né d'hier. Ben voilà. Bien sûr, il est très profondément enraciné, hélas, dans la société américaine, et il va survivre à Donald Trump. Raison de plus pour avoir aujourd'hui en face des femmes et des hommes déterminés à le combattre politiquement. Politiquement, c'est-à-dire avec intelligence, avec sagesse et avec fermeté. Parlons de l'Europe, justement. La présidence Trump a eu le mérite, puisque notre partenaire historique faiblissait, a eu le mérite de favoriser l'émergence d'une certaine autonomie stratégique, d'une certaine indépendance européenne. Est-ce que, paradoxalement, le retour d'une normalité à la Maison-Blanche n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'Europe, qui pourra continuer comme avant et ne plus essayer d'émerger? Attendez. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle quand les Américains nous disent « en cas de pépin, débrouillez-vous » et que c'est encore une mauvaise nouvelle quand les Américains disent « on reste amis ». Non, c'est une bonne nouvelle que ce lien, encore une fois, d'esprit et de vie perdure. Vous savez, les pères fondateurs américains, il n'y a pas si longtemps, les pères fondateurs de l'Amérique, leur idée, c'était de refaire l'Europe en mieux. C'est ça l'Amérique, originairement. La guerre de libération qui donne naissance à l'Amérique, c'est une guerre où on décide de faire l'Europe en mieux. Une Europe encore plus fidèle aux valeurs des Lumières, encore plus fidèle aux valeurs de la démocratie. Vous y croyez un instant que les États-Unis vont devenir ça? Non, je ne crois pas qu'ils vont devenir ça, mais je crois qu'il y a ça dans le meilleur de la pensée politique américaine. Aujourd'hui, il y a des Américains, en effet, qui croient les fake news, qui croient que rendre l'Amérique grande, ça veut dire l'enfermer derrière ses murailles, et qui croient que la vocation des États-Unis, c'est de faire des deals avec les uns et les autres, et de trahir leurs ennemis. Par exemple, les Kurdes, dossier très important. Vous savez, moi, je suis avec un grand francophile qui s'appelle Tom Kaplan. On est à l'origine aux États-Unis d'une institution qui s'appelle JFK, Justice for Kurds. Et on est particulièrement sensible à ce phénomène extravagant où, pour la première fois, une grande démocratie a eu sur les mains le sang, non pas de ses ennemis, comme dans les guerres habituelles, mais de ses alliés, c'est-à-dire les Kurdes. Ça va changer? Oui, je crois que ça va changer. Je crois que ça va changer. Le sang des Kurdes syriens, le sang des Kurdes irakiens, les États-Unis l'ont sur les mains à cause de ces 4 années-là. Et je crois qu'on va revenir, en effet, donc, à une situation Biden va normale. affronter Erdogan contre les Kurdes? Il va, pour les Kurdes, il pour va les affronter Kurdes, Erdogan. Bien Oui, sûr. oui, dans les limites probablement de la diplomatie, d'une Turquie qui est toujours dans l'OTAN, vous voudrez. nous. Mais enfin, le principe d'un grand pays... Je vous trouve optimiste quand même. Oui, oui, j'essaie toujours d'être hein. un peu optimiste quand même, mais je crois, j'aime l'Amérique, j'ai confiance en elle,
Je pense qu'elle a des ressorts démocratiques et républicains extraordinaire. Je pense qu'elle nous a libérés du fascisme, nous les Européens, qu'elle nous a libérés, nous les Européens, du communisme, la partie Est de l'Europe. Donc il y a des raisons de penser quand même que l'Amérique, c'est autre chose que des espèces de débiles en costume de trappeurs qui mettent Auschwitz sur leur poitrine ou qui mettent 6 millions, c'est pas assez, pour prendre le Capitole. Donc je suis optimiste au sens où je crois que l'Amérique, c'est autre chose que ça. Lequel trappeur qui refuse de s'alimenter en prison parce que l'administration pénale ne lui sert pas des menus bio. Oui. C'est une parenthèse. Voilà, ben oui. Donc heureusement, il y a une autre Amérique et pour l'instant, oui, je n'ai pas de raison de ne pas penser que c'est elle qu'on voit aujourd'hui. Alors, cette Amérique mythique dont vous parlez, est-ce qu'elle n'a pas été affaiblie par ces images du 6 janvier ? Si. Est-ce que la diplomatie américaine, à cause de ces images qui ont été vues partout, est-ce qu'elle est durablement affaiblie ? Parce qu'une fois qu'on a vu ça, c'est plus compliqué d'aller faire la morale à Erdogan, à Poutine, à Xi Jinping et à qui vous voulez. Elle a été affaiblie en général depuis quelques années par le fait que le président américain a donné des brevets de moralité à Poutine, un triple A. Attendez, rappelez-vous, triple A. Elle a été affaiblie par le fait que les États-Unis ont été d'une duplicité et d'une complaisance vis-à-vis d'Erdogan extraordinaire. Bien sûr que l'Amérique est affaiblie. Moi, je vois bien, encore une fois, je voyage un peu et je sens bien que la parole américaine aujourd'hui ne vaut plus grand-chose. La garantie américaine face à des pays qui, eux, sont à l'offensive. Parce que Erdogan ou Poutine, eux, ils ne prennent pas de gants. Hein, ils affirment leurs volontés impériales. Alors, est-ce qu'il suffit d'une élection pour renverser J'allais vous le demander. choses ? Non, sûrement pas. Mais en tout cas, sauf à faire la politique du pire, il vaut mieux une élection que l'inverse. Parce que vous disiez à l'instant, le trumpisme n'est pas mort. Dans un des aspects du trumpisme, il y a cette volonté d'un président américain de se soucier de ses électeurs et uniquement de ses électeurs. Est-ce que Biden ne devra pas finalement faire, tous les présidents l'ont fait, mais le faire davantage que ce qu'il veut ? Voilà, cet America First va devenir de plus en plus présent aux États-Unis, que Biden le veuille ou pas. Ça s'appelle un combat politique. Oui. Il va se jouer au Sénat, où vous avez, hélas, mais c'est comme ça, c'est la démocratie, une égalité parfaite avec une voix d'arbitrage pour celle de Kamala Harris, présidente de droite du Sénat. Ça va être une bataille politique, bien sûr. Il faudra, moi, c'est le relatif optimisme que vous sentez là vient du fait que je sens... Le gros optimisme, mais tant mieux. Admettons. Ça veut dire que... Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a chez les Républicains des gens décents, qui aiment leur pays, qui croient aux valeurs de l'Occident, qui croient que leur pays a une vocation un tout petit peu exceptionnelle pour des tas de raisons. Universaliste ? Un peu universaliste, en tout cas quand ils ont le choix de défendre les démocrates plutôt que les dictateurs. Il y a des gens comme ça chez les Républicains. Ces gens-là, ils sont en train de sortir du bois. Vous avez des Républicains qui ont lâché Trump, y compris le vice-président Mike Pence. Vous savez, je disais dans le point de la semaine dernière le fameux épisode des oies du Capitole, hein, quand les Gaulois ont tenté d'envahir le Capitole. Et c'est les oies qui étaient là, les oies sacrées, qui ont prévenu les Romains et de contre-attaquer. Mike Pence, il a été l'oie du Capitole. Oui, c'est lui qui a demandé à ce que la garde civile intervienne. Qui a demandé à ce que la garde civile intervienne et qui, par conséquent, a empêché l'invasion des barbares. A interrompu l'invasion des factieux, des séditionnistes, enfin voilà. Donc, il y aura, j'espère, d'autant que Joe Biden n'est pas non plus... Parce qu'il y a une ultra-gauche aux États-Unis. Ah ça, on ne peut pas dire qu'il en fasse partie. Qui n'est pas très sympathique non plus, qui n'est pas sans péril. Il n'en fait pas partie. Donc, un démocrate qui aura une ligne raisonnable, modérée, loyale avec ses alliés, ferme avec ses adversaires, je ne vois pas pourquoi il ne composerait pas autour de lui ce qu'on appelait en France jadis des majorités d'idées, avec quelques sénateurs républicains sages. Une ligne interventionniste, parce que déjà Barack Obama avait réduit les interventions des États-Unis dans le monde. On se souvient de l'épisode de 2013, c'est ça, août 2013, où François Hollande... Le 29 août 2013. 29 août 2013, François Hollande était prêt à intervenir en Syrie parce que les fameuses lignes rouges avaient été franchies, à savoir l'utilisation de gaz contre sa population. Et Barack Obama a dit, et Cameron, à l'époque, avait dit « Stop !»
Donc là aussi, vous pensez que, eh bien, même à l'inverse d'Obama, cette ligne d'exportation de lutter pour la démocratie dans le monde, de lutter pour des valeurs qu'on a en commun, vous pensez qu'il va y aller, Biden ? On verra, je ne sais pas. Mais il y a eu pire que la non-intervention en Syrie le 29 août 2013, c'est le lâchage en race campagne des Kurdes syriens, l'abandon à leur funeste destin des Kurdes irakiens. Le jour où Trump a dit « les talibans peuvent revenir en Afghanistan, ce n'est pas mon problème, je retire mes soldats ». C'est-à-dire qu'on est allé si loin, les États-Unis sont allés si loin dans le désengagement général et si loin dans cette espèce d'auto-mutilation de leur âme et de leur esprit que franchement, ça ne peut pas être pire. Et il me semble que sur les quelques dossiers que je viens d'évoquer, vis-à-vis de la Russie, par exemple... vis-à-vis de la Russie, il va y avoir un test et l'attitude vis-à-vis de Navalny. Voilà. L'attitude, c'est un test, on va voir. Et en effet, il faudra les uns et les autres, les observateurs attentifs, il faudra être là-dessus extrêmement... Parce que là, on a déjà vu la différence. Trump n'a pas suivi les sanctions qu'ont prises l'Europe, ce qui est rare entre alliés, alors que le représentant de celui qui n'était encore que président élu a exigé la libération immédiate de Navalny. Il y a les sanctions, il y a l'application du Magnitsky Act qui s'applique à ce genre de cas. Il y a 1000 choses. Ça fait aujourd'hui 4 ans, alors ça venait de loin, c'est possible, que Vladimir Poutine, autocrate, vrai impérialiste autrefois en Tchétchénie, aujourd'hui en Ukraine, en Géorgie, avait les coups des franches et avait face à lui des États-Unis qui n'étaient plus capables de dire le juste et l'injuste, le droit et le pas droit. Alors, je ne dis pas que l'Amérique va intervenir, mais en tout cas, il me semble qu'elle sera capable de ça. De dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, de donner aux mots leur sens, de dire que quand des séparatistes ukrainiens à la solde de Moscou démantèlent l'Ukraine, il me semble qu'on a aujourd'hui une administration qui saura dire qu'il y a là un vrai danger pour l'Europe, pour nous tous. Vous ne parlez pas des Ouïghours, parce que la minorité certainement la plus en danger en ce moment, ce sont les Ouïghours. Alors ils sont musulmans, c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils sont poursuivis. Là, vous pensez parce que, pour le coup, Trump, vis-à-vis de la Chine, n'était pas très complaisant. Non, il n'était pas très complaisant, mais enfin, on ne va pas, vous savez, voilà, honneur aux vaincus, mais bien sûr qu'il n'était pas complaisant, mais en même temps, ses rapports avec la Chine se réduisaient à des deals bilatéraux. Oui, des deals commerciaux, des questions tarifaires. Un grand pays, mais c'est vrai pour la France aussi d'ailleurs, c'est pas pour l'Europe, un grand pays, c'est pas seulement des deals, c'est aussi de la politique, c'est aussi des exigences. Et écoutez, les États-Unis d'Amérique ont encore la possibilité de dire aux Chinois, non seulement on vous met des tarifs sur certains produits, mais en plus, on veut savoir ce qui se passe chez les Ouïghours. Oui, mais Xi Jinping a la possibilité de dire aux Américains... Il a la possibilité aux Américains, eh bien oui, d'accord, eh ben, il se passera un bras de fer, comme il y en a eu pendant 30 ans, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et puis, au bout de 30 ans, les forces conjuguées de Ronald Reagan, du pape Jean-Paul II, de Solzhenitsyn et des opinions ont fini par mettre les dictateurs soviétiques à genoux. Voilà. Donc, tout ça, bien sûr que ça ne se règle pas en une journée. Mais, mais j'ai assez de mémoire. Qu'il y a une volonté politique et vous y croyez. J'ai mené combats politiques dans ma vie, les mêmes d'ailleurs. Oui. Les combats contre le fascisme, contre le totalitarisme, contre le traitement indigne des peuples, pour savoir que c'est des batailles. Déjà, il faut commencer de les mener. Il faut déjà les désigner. Ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Bien sûr que Xi Jinping ne va pas dire « Ah bon, pardon, sur les Ouïghours, on vous suit, on obéit ». Naturellement, non. Mais ça va faire partie, en effet, d'un vrai, pas un deal, d'une vraie relation politique qui ne se contentera pas des questions économiques et des questions financières. Ce n'est pas digne d'un pays occidental que de réfléchir ainsi. Alors, il y a des annonces du président de la République, le nôtre, Emmanuel Macron, qui sont passées un peu inaperçues hier, parce qu'évidemment, la France est en train de lutter contre le virus. Il a profité des vœux aux armées hier pour s'adresser à son homologue, désormais américain. Il a dit « Je veux convaincre la nouvelle administration américaine de la pertinence de nos choix et les convaincre dans la durée. » Et il a dit espérer que les États-Unis se réengagent sur plusieurs lieux de conflit. Évidemment, il a parlé de Barkhane
où on a besoin du renseignement américain, mais il a parlé, et je sais que ça vous intéresse, de la zone irako-syrienne. Il a dit qu'il fallait reprendre et poursuivre la lutte contre le terrorisme, et un papier du Monde nous apprend ce soir qu'il évoque en privé un début de réimplantation de l'État islamique dans la zone à cause du désengagement américain. Bien sûr, mais nous avons à JFK, Justice for Kurds, des informations de première main qui indiquent que dans la partie kurde de l'Irak, l'État islamique est en train de se retailler un califat, un petit territoire. Alors différent, il y a tout un système de tunnels qui partent des grottes des monts Karachok et autres, mais il est en train de se réimplanter. C'est une catastrophe. Comment voulez-vous qu'il en aille autrement ? La coalition internationale menée par les États-Unis s'est carapatée. On a laissé ces pauvres Kurdes irakiens livrés à eux-mêmes avec leur courage, leur bravoure et leur montagne. Mais là, pour le coup, et leurs armes je sais à quel point la cause des Kurdes vous est chère, mais il n'y a pas que les Kurdes. La reconstitution d'un État islamique, mais c'est important, c'est ce que ça veut dire. C'est important pour les collègues de Samuel Paty. Voilà. C'est important pour le terrorisme à Londres. C'est important pour les musulmans de France. C'est important pour les juifs du monde entier. C'est une question capitale. Donc, en effet, qu'il y ait aujourd'hui deux chefs d'État, Macron et Biden, qui s'en soucient, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, Macron, en effet, s'en souciait, mais il était seul. Seul en leadership politique de l'Europe, et puis seul, au fond, en Occident, avec un Donald Trump qui lui disait « j'en ai rien à faire, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est les Chinois. C'est les deals avec les Chinois. » Là, aujourd'hui, on sera deux. Ils seront deux. Et ça, je crois que ce n'est pas une bonne nouvelle pour Daesh, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui le combattent. Il y a un autre exemple, il n'y a pas que les Kurdes. J'étais récemment en Afghanistan. Les femmes se sont libérées, beaucoup de femmes se sont libérées. Une presse libre est en train de naître. Les jeunes gens recommencent à écouter de la musique. Tout ça est en train d'être balayé par le retour des talibans. Par le retour des talibans, lequel a reçu un feu vert, le retour des talibans, des Américains qui ont dit on avait 150 000, 130 000 soldats il y a 20 ans, on en avait 13 000 il y a quelques années, on en a 2500 aujourd'hui, et on va les retirer dans les plus brefs délais. Mais attendez, vous êtes talibans, qu'est-ce que vous faites ? Mais vous foncez. Et tous ces démocrates qui ont recommencé à marcher droit et la tête haute, vont retourner dans les caves. Donc là aussi, vous êtes optimiste et vous croyez à une sorte d'axe Macron-Biden pour se réinvestir dans cette zone irako-syrienne. Je crois à un axe franco-américain. Ça fait depuis même lorsque j'étais dans ma jeunesse radicale et où j'étais plus tenté par l'extrême gauche qu'autre chose, je croyais à cela. J'ai toujours pensé qu'il y avait depuis Lafayette, depuis un lien très profond, stratégique, politique, culturel, un lien d'espérance entre la France et l'Amérique. Et je crois que ce lien-là, il peut se renouer aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle un peu d'Iran et un peu des accords de Paris. L'Iran. On a vu que Trump a eu une politique très dure face à l'Iran, pour le coup bipartisane, parce que tout le monde à Washington a l'air d'être d'accord. J'ai lu aussi que la diplomatie française considère que l'Iran maintenant est à quelques mois de se doter de la bombe. Là-dessus, souhaitez-vous que Biden continue la politique de Trump ou qu'on recommence à négocier avec eux ? Il y a 2 points, parce que le monde n'est pas noir et blanc. Il y a 2 points où Trump a fait du bon travail. Il y a en effet cette question iranienne, il avait raison d'être intransigeant. Et puis le deuxième sujet qui est très important, c'est l'accord entre les Émirats arabes unis et Israël, qui est un accord historique. Voilà. Sur ces 2 points-là, j'espère de tout mon cœur, mais Tony Blinken l'a annoncé, que les États-Unis de demain s'inscriront dans la continuité. Bien sûr que ça, c'est un trésor. L'accord entre... C'est parce que la France dit qu'il faut renégocier, enfin qu'il faut rediscuter plutôt avec l'Iran. Oui, moi je crois qu'il faut peut-être rediscuter, mais sur des bases extrêmement fermes, parce que je crois qu'en effet, les Iraniens sont au bord du seuil du nucléaire et que cela est un... Laissez dire que les Occidentaux, en signant le fameux JCPOA, avaient tort. Ils ont été naïfs. Il est possible qu'ils aient eu tort à l'époque, oui, il est possible qu'ils aient eu tort. Mais en tout cas, la situation d'aujourd'hui
c'est certainement celle-là. Je crois qu'il faut être aussi intransigeant avec l'Iran que je souhaite qu'on le soit avec la Turquie, avec la Russie, avec la Chine et avec toutes ces puissances régionales à tendance impérialiste. Et l'accord entre certains pays arabes, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël, ça c'est un trésor. C'est un trésor géopolitique, c'est vrai. Donc il serait désastreux, bien sûr, mais je crois que ça ne sera pas le cas, que pour des raisons politiciennes ou pour des raisons de règlement de compte politique, on le remette en cause. Alors, on n'a plus le temps de parler d'accord de Paris. Je voudrais poser une question à l'auteur de Ce virus qui rend fou, puisque vous avez écrit un livre où vous écrivez quand même le malaise que vous a inspiré notre ahurissante docilité à l'ordre sanitaire en marche. Oui. Ce sont quand même des paroles fortes. Est-ce que vous n'avez pas peur, là, pour le coup, que Joe Biden fasse, puisqu'il a dit, un de ses premiers gestes a été de rendre hommage aux morts du Covid, de dire qu'il allait être plus dur. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il fasse exactement la politique que vous avez combattue en Europe contre le virus ? Je n'ai pas combattu la politique. Je n'ai jamais dit ni que les masques étaient... je suis pas contre les... Je suis pour le port des masques même. Et je n'ai jamais dit que le... Pour le vaccin ? Ben, je suis évidemment pour le vaccin. Évidemment. Je suis... Et je pense que le complotisme anti-scientifique, anti-science, est un des poisons violents qui sont en train de corrompre l'esprit public Biden l'a dit, d'ailleurs, dans nos sociétés. Biden l'a dit, il a raison. Après, oui, peut-être qu'il y aura le développement d'un hygiénisme dans la Nouvelle-Amérique qui, là, me plaira moins que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Vous savez, moi, je ne suis pas un béni oui-oui. L'avantage de la démocratie, c'est qu'on a le droit d'être d'accord avec certaines choses et avoir plus de réserve vis-à-vis d'autres. Ça vous rendra pas pour autant nostalgique de Trump. Merci infiniment. Merci infiniment Bernard-Henri Lévy d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, la météo, puis les informés.